Bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. La principale nouvelle de ce dimanche, les opposants du rassemblement étaient tout à l'heure à la MONUSCO. Aucune information n'a filtré à l'issue de leur entretien avec le chef de la mission onusienne. À suivre également notre page rétrospective des principales articulations de l'actualité de la semaine. Ce journal de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision reçoit John Kolela, député national UDPS, élu de l'ICASI dans le Haut-Katanga. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Alors la première question, la population va se poser la première question, c'est pro ou anti-dialogue? Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, à ma connaissance, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de pro et des anti-dialogues. Tout le monde est d'accord avec le dialogue, mais certainement qu'il y a peut-être de préalables que nous sommes en train de poser. À ce jour, par rapport à ce qui est en train de se passer à la cité de l'EUA, là nous ne sommes pas concernés, mais nous sommes concernés pour le vrai dialogue qui doit réunir toutes les parties en présence, de sorte qu'on puisse trouver les vraies solutions aux problèmes qui sont posés par rapport à la gestion de la République. Voilà, merci à vous d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Et je vous le disais tout à l'heure, les partis de l'opposition dite le rassemblement étaient reçus cet après-midi par le patron de la MONUSCO. Rien n'a filtré des entretiens. Toutefois, une source présente lors des échanges et qui a requis l'anonymat a déclaré à Numérica Télévision que leur coalition a réitéré à Maman Sidikou leur refus de prendre part au dialogue sous son format actuel et sans préalablement avoir répondu favorable au préalable du rassemblement. Et à propos du dialogue, justement, la semaine dernière a connu la mise sur pied de 3 commissions thématiques qui devront se pencher, entre autres, sur le processus électoral, la sécurisation des scrutins, mais aussi l'élaboration d'un code de bonne conduite. Sachez enfin que ce dimanche, le nonce apostolique Monseigneur Luis Mariano Montemayor a été reçu au Vatican par le pape François, visite qui intervient une semaine après son déplacement à Béni. Il est également à supposer que le diplomate vatican a rendu compte au pape de l'évolution de la situation politique que l'Église catholique suit de très près. L'église anglicane diocèse de Kinshasa a dorénavant un nouvel évêque. Zachary Massimango a été intronisé ce dimanche au cours d'une messe solennelle en présence de nombreux fidèles et des invités. Les détails dans ce reportage. L'église anglicane, il s'agit d'une grande cérémonie, la double intronisation de Monseigneur Massimango Zachary comme archevêque du diocèse de Kinshasa et du nouvel évêque diocésain de Kinshasa, Monseigneur Mushindu Achille Sébastien. Ici, le rituel d'intronisation est suivi à la lettre. D'abord, celui de l'archevêque de Kinshasa. Après son intronisation par l'évêque doyen, le nouvel archevêque prononce son serment de fidélité. En demeurera toujours votre humble serviteur. Ainsi, devant cet appel et cette lourde responsabilité, je dois avouer être pleinement conscient tant de l'ampleur de ma mission que de la grandeur de l'honneur qui m'a été fait. Il est ensuite installé à son trône. Puis vint le tour de l'évêque diocésain. Même rituel. Nous sommes conscients que la tâche missionnaire qui nous est confiée n'est pas moindre. Notre reconnaissance est exprimée particulièrement au président de la République, chef d'État à travers le gouvernement, pour les efforts qu'il déploie en vue de consolider la paix, sans laquelle nous ne serions pas présents en ce lieu. Après l'intronisation, place à la remise de la crosse et la constitution diocésaine par l'archevêque en guise de passation de pouvoir. Les 2 pères de l'Église intronisés ce dimanche ont promis de travailler en synergie en vue d'unir leurs forces pour paître les troupeaux de Dieu.
À propos du dialogue, justement, je le disais tout à l'heure, la semaine a connu la mise sur pied de 3 commissions thématiques qui devront se pencher, entre autres, sur le processus électoral, la sécurisation des élections, mais aussi la commission équité ou confiance. Images et commentaires. Il s'agit des commissions ci-après: confiance et équité, sécurisation des élections, enfin la commission élection. Ces commissions ont 2 jours pour élaborer chacune des recommandations qui seront soumises à l'adoption en plénière. Mais avant le débat de fond, il était important de vider la question de la forme à la commission élection. Aujourd'hui, nous avons examiné la question des listes que la facilitation nous a apprêtées afin de s'assurer qu'ils ne sont dans la commission que ceux qui se sont fait inscrits par rapport à leurs composantes et qui portent des badges numérisés pour nous permettre de travailler dans la sérénité. Nous devons nous prononcer par rapport aux questions qui nous ont été posées concernant le fichier électoral, concernant les séquences des élections et les budgets des élections, au vu des exposés qui nous ont été présentés par la CENI, par l'OIF, mais aussi par les Nations Unies. Pour la majorité, les projections sont bonnes. Deuxième question soumise à notre question, c'est la question relative aux séquences des élections. On nous a demandé de motiver pourquoi il faut commencer par telle élection vers telle élection, c'est-à-dire si vous voulez commencer par les élections locales vers la présidentielle, vous motivez, et vice-versa. Et la troisième question concerne le financement électoral ou le budget de toutes les opérations électorales. La presse devra prendre son mal en patience puisque durant les travaux en commission, les délégués sont interdits d'accorder des interviews au risque de divulguer les secrets des discussions. La grande plénière pourrait être convoquée mardi, au plus tard mercredi. Passons à présent au survol des informations principales qui ont marqué la semaine écoulée dans cette page rétrospective compilée par notre rédaction. D'abord, la journée de lundi 5 septembre marquait la rentrée des classes des élèves du primaire et du secondaire. Une rentrée quelque peu perturbée par l'appel d'une frange de l'opposition qui appelait à une journée sans école. Nos équipes ont fait la ronde à Massina et dans la commune de La Gombe pour faire le constat. Le même jour, les travaux du dialogue politique reprenaient à la Cité de l'Union africaine. Vous allez réécouter l'un des comodorateurs, Vital Caméré, à la clôture de la plénière. Fini les vacances, c'est la rentrée des classes. Toutes les portes des écoles de la République démocratique du Congo sont ouvertes pour accueillir les apprenants du niveau de la maternelle, primaire et secondaire. Pour ces premiers jours de classe, le complexe scolaire Le Dauphin n'a reçu qu'un seul élève jusqu'à 8 heures. Le directeur de cette école invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour respecter le programme du calendrier scolaire. Je crois que d'une façon officielle, nous avons eu une réunion avec les autorités. Ils nous ont dit que la reprise est aujourd'hui les 5. Mais jusque-là, j'ai reçu seulement un seul élève depuis le matin. Tous les enseignants sont là. Moi, je crois qu'il n'est pas important qu'ils puissent se contenter des rumeurs d'abord. Ces enfants vont nous remplacer demain. Nous devons quand même saisir de l'opportunité pour les former. Au collège Mama Waboboto de Massina, la rentrée est plutôt timide. Toutefois, les enseignants se sont donnés à cœur joie à dispenser les cours. Je suis licencié en français, alors jusque-là, ce qui nous relie entre vous et moi, c'est le cours de français et le cours de l'éducation à la vie. Donc de temps en temps, tant que besoin se fera toujours sentir, je suis entièrement à votre disposition. N'ayez peur de rien, nous ne sommes plus à l'école primaire, ça c'est une classe de recrutement, une classe de base, et point le besoin que vous puissiez vous considérer comme à l'école primaire. La sœur préfet du collège indique pour sa part que le premier jour de classe permet l'intégration entre élèves, mais aussi entre élèves et enseignants. Le calendrier scolaire prévoit 220 jours de classe, d'où pas de minutes à perdre. Je suis motivée parce que la date retenue par l'État, c'est la date d'aujourd'hui. La date prévue pour la rentrée, c'est la date d'aujourd'hui. Alors je suis venue parce que les enfants, ils sont venus aussi, ils doivent étudier.
nous avons déjà repris les activités. Nous avons tenu compte du calendrier tel que le ministre l'avait présenté. C'est une perte parce que nous suivons les calendriers scolaires. Les cours commencent du 5 jusqu'au 1er juillet. Quand vous ratez déjà la première semaine, elle peut perturber toute l'année. Toujours à Massina, l'EP1 Massina et EP Mama Waboboto ont repris les cours conformément au calendrier établi par le gouvernement. La date? À l'Athénée de la gare, c'est depuis 7 heures que le personnel enseignant était à leur poste de travail. Malheureusement, pour ces premiers jours de la rentrée scolaire, l'absence des élèves dans les salles de classe est remarquable, comme vous pouvez voir sur ces images. Dans la salle de classe de la 3e primaire, par exemple, le nombre d'élèves est en dessous de l'effectif normal, mais l'enseignant fait son travail. 26 plus 34 égale 32. Nous avons reçu très peu d'enfants et ceux qui sont là, on essaie de les encadrer puisqu'ils sont venus, ils doivent être, on doit les occuper. Bon, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont là. Quelques classes, on sent, mais c'est comme je le disais, la rentrée est un peu timide. Il y a de ces parents qui manquent les possibilités. Ils ne sont pas capables, peut-être qu'ils n'ont pas encore de cahier, surtout un enfant qui n'a pas ses outils de travail. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Peut-être que c'est le papa qui est en pleine course pour qu'il ait de quoi donner à son enfant pour qu'il reprenne les études. Je sais que demain, le nombre va vraiment augmenter. Ça, j'en suis sûr. Le nombre va augmenter. L'EPA1 Gare compte à son sein 15 classes avec un effectif d'environ 300 élèves inscrits pour l'année en cours. Malgré cette première journée des classes timides, le personnel enseignant voit l'avenir avec optimisme. Nous avons aujourd'hui finalisé la question des listes puisqu'il y a eu des quotas additionnels tellement que la demande est grande. Nous avons adopté de façon formelle la feuille de route qui avait été adoptée au comité préparatoire. C'est très important, c'est une étape très importante. Mais en même temps que nous qui avons eu la réunion avec les facilitateurs, j'ai réitéré ma demande auprès de mon collègue Alexis Tamboué comme modérateur, comme moi, mais ministre de la Justice, pour lui dire que nous voulons que le gouvernement prenne d'autres mesures de décrispation. Il m'a remis un lot de documents. Il m'a même autorisé d'envoyer quelqu'un de l'opposition pour siéger dans la commission parce que d'autres personnes vont être libérées. J'ai insisté particulièrement sur la question du Katanga. J'ai dit si la liste que l'UNC avait remise, le G7 et même Kiungwa Koumanza, parce qu'il y avait une liste signée par Mando Simba et Kiungwa Koumanza, aucune personne, aucun détenu n'a été libéré. Nous disons ça donne l'impression qu'il y a une fixation sur les Katanga, ce n'est pas bon. De la même façon que si la liste des médias qui étaient fermés, télévision et radio, aucune télévision, aucune radio du Katanga n'a été réouverte. On nous a expliqué pour des redevances, mais on peut résoudre ça autrement. C'est-à-dire, on peut accorder, on peut dire que la télévision et la radio fermée est ouverte, mais moyennant paiement de la redevance due à l'État. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on est en train d'avancer. Et je suis convaincu, comme on avait commencé à Sun City, on n'était pas nombreux, mais à la fin, les gens vont venir. Et si nous sommes sérieux ici, si nous ne violons pas la Constitution, si nous ne sommes pas venus ici pour donner un troisième mandat, puisque c'est ça le cas, si nous sommes venus uniquement pour œuvrer pour l'alternance, dans le respect de la Constitution, appliquer la résolution 2277, c'est sûr qu'à moins qu'il s'agisse de mauvaise foi, les autres vont nous rejoindre ou ils vont adhérer à ce que nous allons conclure. Alors, je retrouve notre invité de dimanche, John Kolela. Vous allez commenter donc l'actualité avec nous. Premièrement, on commence par la rentrée des classes. On sait très bien qu'en République démocratique du Congo, le premier jour de la rentrée a toujours été timide, mais cette fois, une timidité accentuée du fait de l'appel de l'UDPS, du rassemblement à un lundi sans école. Fallait-il vraiment alors, fallait-il associer l'éducation des enfants à la politique? Merci beaucoup, Madame Rachel, pour la question. Comme vous le savez très bien, nous avions fait cet appel-là
et c'était écrit. Nous avions énuméré les raisons pour lesquelles nous avons fait cet appel-là. Il n'y avait pas que la raison politique, certes qu'elle était là aussi, mais il n'y avait pas que cela. L'année passée, à la rentrée scolaire, dans le cadre de notre groupe parlementaire, plutôt dans le cadre de notre dynamique parlementaire des députés acquis au bon sens, nous avions fait une lettre ouverte au Premier ministre, lui exigeant d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant, les conditions de travail, ainsi que la mise en application effective de la gratuité de l'enfant. Ce sont ces exigences-là que nous avions exigées. Aujourd'hui, peut-être que les enfants du président Kabila étudient avec facilité, les enfants du Premier ministre étudient avec facilité, les enfants des députés étudient avec facilité. Mais regardez autour de nous, ceux qui sont en face de nous. Un parent qui touche 50 $ par mois, dont la scolarité au Congo, en moyenne, c'est environ 50 à 70 $ par mois. Vous avez 6 enfants, qu'est-ce que vous en faites? Appelé à une journée de lundi sans école. Qu'est-ce que ça a changé dans ce combat? Est-ce que c'est une journée qui vous a permis finalement d'aider, d'améliorer les conditions, même si c'est tous les Congolais qui plaident pour l'amélioration des conditions des enseignants, la qualité de l'enseignement, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire dans sur l'ensemble du pays? Est-ce que cette journée vous a permis d'obtenir finalement les résultats escomptés, ou vous ne voulez pas seulement avouer que vous avez fait faux bond et que la cible n'était pas, ce n'était pas la journée de l'école? Vous êtes député national par exemple, vous aurez dû user à la rentrée parlementaire le 15 septembre prochain de vos droits en tant que député national pour faire entendre la voix de l'enseignant et exiger tout ce que vous demandez dans la feuille de route. Merci beaucoup. Si nous avions fait cela, c'était pour interpeller la conscience ou les consciences des uns et des autres, de ceux-là qui sont en train de nous gouverner. Est-ce que nous avions... ça a été interpellé? Tout dépend de tout. Si les dirigeants sont des hommes consciencieux, ils doivent comprendre et répondre aux exigences que le parent... Parce que le fait d'appeler n'est pas un problème. Mais le fait d'avoir obéi, c'est ça la réponse ou le message que le gouvernement devrait intercepter pour pas obéir. Forcément dire que les parents ont suivi l'appel. Beaucoup de parents ont laissé leurs enfants par peur de... Non, chacun... Non. Vous avez vu vous-même... C'est la psychose qui a gagné. Non, pas du tout. Le parent, vous pouvez tenter... Moi, je viens de l'ICASI, je reviens un peu de vacances parlementaires. L'année passée, plus de 60% des élèves n'ont pas terminé l'année. Ils n'ont même pas retiré jusqu'à aujourd'hui les bulletins. Même l'inscription était encore timide. Donc, vous voyez que dans la précarité où on a plongé le parent des enfants, avec la lourde responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur scolarité, alors que la loi prévoit une gratuité de l'enseignement, moi, je pense que c'est un message fort. Si les gouvernants sont des hommes consciencieux, ils ont compris et ils doivent se mettre au four et au moulin pour trouver une réponse. S'ils ne le sont pas, alors ils vont garder leur position, et j'estime que d'ici là, comme nous allons passer dans les élections, il faut chercher les bons dirigeants qui vont obéir à la loi pour mettre cela en pratique. Mardi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a été l'invité de la plénière du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Corneille Nangaa a notamment fait un exposé sur les contraintes auxquelles la CENI doit faire face en vue d'une organisation d'élections digne de ce nom. Au même moment, l'épiscopat catholique donnait de la voix. Suivez. Nous en avions profité également pour présenter plusieurs... On ne peut pas parler des élections sans penser à son système électoral utilisé, le système électoral utilisé au Congo. Nous avons plus ou moins disséqué ce que nous avons vécu à terme d'expérience sur le système électoral utilisé au Congo, avec les conséquences. Ça, c'est une analyse objective qui permettrait aussi aux dialogants de réfléchir sur comment on doit pérenniser les élections, en proposant bien entendu dans les jours à venir des exigences qui feraient que en 2021 ou à 2026, que le problème des délais constitutionnels ne se pose plus. C'est de ça qu'il est question. Nous, le commodérateur nous a plus ou moins orientés dans le sens que nous allons poursuivre demain avec les autres questions liées entre autres aux séquences des élections et à la problématique du calendrier et autres. Les options, d'abord nous voudrions dire que la compétence de ces questions, c'est la Commission électorale nationale indépendante. On peut discuter sur des options et la vérité est que nous avons déjà commencé l'enrôlement et l'identification des électeurs au niveau du Nord Ubangi. Qu'est-ce que ça signifie?
Au Nord Ubangi, nous donnons la carte d'électeur simultanément avec l'enrôlement. Mais en même temps, nous récupérons l'ancienne carte en l'oblitérant. Donc aujourd'hui, c'est un processus que la CENI poursuit normalement. Et les dernières statistiques indiquent que nous avons déjà enrôlé plus ou moins 230 000 électeurs. Est-ce que allons-nous encore revenir sur l'enrôlement et dire que non, on arrête l'enrôlement et faire autre chose? Ça, ce sont des options qui ne dépendent pas de nous. Ça sera des questions qui sont discussions de politique. Nous, on est ici comme experts pour donner des orientations techniques et des exigences techniques à toute option qu'ils pourraient lever. D'entrée de jeu, la conférence épiscopale nationale du Congo apprécie les gestes encourageants posés par le gouvernement au sujet des libérations de certains prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que de la réouverture de certains médias. Ces gestes, affirme le prince de l'Église catholique, sont de nature à contribuer à la décrispation du climat politique actuel. La Sainte-Pau dit soutenir donc le dialogue, mais dans le respect de la Constitution. Notre vœu le plus cher, notre souhait le plus ardent est que ces dialogues arrivent quand même à donner des bons résultats dans le sens du respect de la Constitution. Pour le bien-être de la population congolaise, c'est pour le bien-être de la nation, de la population congolaise, du peuple congolais dans son entier. Ce n'est pas pour tel ou tel qui puisse avoir un succès politique ou puisse avoir... Non, c'est vraiment pour le bien-être de la population congolaise, pour le bien du peuple tout entier. Par ailleurs, la Sainte-Pau estime qu'un dialogue incluant les grandes familles politiques de l'opposition donnerait plus de chances au pays d'aboutir à la résolution de la crise actuelle de manière consensuelle et durable. La Sainte-Pau accompagnera par la prière et par sa sollicitude pastorale ceux qui y prennent part et ceux qui auront librement décidé de ne pas y prendre part. Donc le souci de la Sainte-Pau, c'est vraiment d'apporter sa contribution pour éviter les chaos au pays. Pour éviter les chaos au pays, donc il faudrait qu'il y ait ces passerelles-là qui continuent, qu'il y ait cette sollicitude qui continue et qu'il y ait la prière qui continue de la part des pasteurs et ne peuvent pas négliger cet aspect important que constitue la prière. Les évêques souhaitent que la communauté internationale veille à la bonne application des conclusions et recommandations du dialogue national afin d'éviter de nouveaux blocages qui résulteraient de la mauvaise foi de l'une ou de l'autre des parties. John Kolela, revenons au dialogue politique national et inclusif. Même si vous ne prenez pas part aux assises de la Cité de l'Union africaine, vous suivez au moins le débat. Certainement, tout ce qui se passe dans le pays, en tant que politiciens, cadres, nous devrons suivre tout ce qui se passe pour savoir ce qui se trame contre la République. Contre la République, jusque-là, quels sont les éléments dont vous disposez qui vous font croire que ceux qui sont allés à la Cité de l'Union africaine complotent contre la République? D'abord, la manière dont le dialogue est convoqué. Un dialogue qui se veut être inclusif, le facilitateur lui-même a pris soin de le dire à haute voix que ce n'était pas un dialogue inclusif, c'était un dialogue des volontaires. Un dialogue des volontaires, même toi tel que tu es là-bas, tu peux aller faire la COP, il va te donner les macarons et tu vas entrer. Parce qu'on a pris les macarons, on a donné à des personnes. D'abord au préalable être désigné par la composante. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des composantes qui ne sont pas là, mais dont certaines individualités sont là. Comment ils sont là si l'invitation était adressée à la composante? C'est pour vous dire que c'est une affaire. Non, lui-même l'a dit. Il y a des personnalités politiques qui sont invitées comme telles, sans pour autant parler des composantes, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Il y a la composante société civile, majorité et opposition. Donc il n'y a pas de délégués fabriqués par le facilitateur. Bon, de toutes les façons, moi je connais des personnes qui ont reçu les invitations à leur propre nom pour y participer. En tant que personnalité. Bon, admettons que c'est cela, mais néanmoins,
Si le dialogue était inclusif, le dialogue concernait le camp politique, l'opposition majorité et la société civile. Il y a une opposition qui est à la Cité de l'Union africaine. Vous ne vous reconnaissez pas en cette opposition? Nous ne nous reconnaissons pas dans cette opposition parce que nous avions posé des préalables pour participer à ces dialogues et la plupart des partis de l'opposition sont avec nous dans le rassemblement et ils attendent la réalisation de ces préalables pour prendre part au dialogue. De quel préalable parlez-vous encore, puisque il y a quand même 2-3 chaînes qui ont déjà été ouvertes, les prisonniers politiques libérés, pas plus tard qu'avant-hier, le ministre de la Justice a encore signé un arrêté ministériel, finalement pour libérer les prisonniers graciés. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que les préalables du rassemblement soient respectés? Nous avons réquisé les facilitateurs, c'est un préalable. Nous avions donné les listes de prisonniers politiques qu'on devrait libérer, qui ne sont pas tous encore libérés jusque-là. Si on a libéré à 50, 60 ou 70%, là c'est l'affaire de celui qui devrait les libérer, parce que jusque-là pour nous, notre liste doit être respectée. Toutes les chaînes de radio ne sont pas réouvertes jusqu'à présent. Il y en a qui sont réouvertes, il y en a d'autres qui traînent encore. Et nous estimons que c'est de l'acharnement. Et vis-à-vis de ces prisonniers politiques qui traînent encore dans la prison, et vis-à-vis de ces chaînes de radio, radio et télévision, qu'on ne veut pas libérer jusqu'à présent. À quoi joue finalement le rassemblement? Parce que la majorité a été dans les pourparlers, Ibiza, etc., Paris, pour négocier finalement avec le président Tshisekedi pour sa participation au dialogue. Apparemment, le tout marchait très bien. Ici, il y a déjà une vague des prisonniers qui sont libérés, des chaînes. Vous voulez finalement imposer ce que vous voulez au gouvernement, alors que vous savez que parmi certains prisonniers, il y en a pour qui les avocats disent que ce sont des infractions de droit commun et que ça n'a rien à voir avec un quelconque ou des quelconques arrestations et entraide à la liberté d'expression ou des prisonniers politiques. Merci beaucoup Rachel. Comme vous le savez, à Ibiza comme partout ailleurs, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui... Venise, à Ibiza. Certainement. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'était ça notre réponse vis-à-vis de nos interlocuteurs. Nous n'avons jamais changé d'un seul iota notre position, parce que notre position se trouve même dans notre feuille de route. Avant qu'aujourd'hui le président accepte ce dialogue, c'est nous qui avions demandé ces dialogues-là. Donc l'ordonnance du président est venue après. Et tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours donné comme réponse. Il n'y a pas eu autre chose en secret qui pourra nous contredire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et par rapport, de la mauvaise foi. Ce n'est pas la mauvaise foi. Il est vrai que le pays traverse une situation difficile. Il est vrai qu'on a besoin de tout le monde pour donner son opinion pour l'avenir. Voilà pourquoi nous avons exigé que tous ces prisonniers politiques soient libérés. Pourquoi vous le dites et que ceux-là qui restent encore sont les prisonniers des droits communs? Je ne connais pas dans un seul casier judiciaire, parmi les plus de 200 personnes qui sont libérées, c'est lui qu'on a écrit qu'on avait arrêté pour l'opinion politique. Tout le monde avait une infraction quelconque que le gouvernement et la justice lui avaient collé à la peau. Alors c'est dans ce même cadre que nous disons que ceux-là qui traînent encore jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas libérés, ils ne sont pas des prisonniers de droit commun, ce sont des prisonniers politiques à qui on a collé un motif de droit commun juste pour nuire à leur conscience, de sorte qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et aujourd'hui, si nous voulons bien aller au dialogue, il y a un prix à payer pour l'harmonie nationale. Nous disons qu'il faut libérer tous ces gens-là, c'est ça notre condition. Sans cela, nous ne marchons pas et c'est clair. Le mercredi 7 septembre, peu de gens se sont souvenus de la disparition du maréchal Mobutu au Maroc il y a 19 ans. Malgré tout, une partie de l'opinion se rappelle le long règne de celui qui était arrivé au pouvoir en 1965 à la faveur d'un coup d'État avec ses bons et mauvais côtés bien sûr. Reportage. Il y a 19 ans jour pour jour, mourait le maréchal Mobutu Sese Seko, deuxième président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Celui qui a passé 32 ans à la tête du pays était mort le 7 septembre 1997 dans la ville de Rabat, au Maroc. Certains Kinois affirment garder des bons souvenirs de celui qu'ils appelaient affectueusement le maréchal. Mobutu, on a plusieurs choses qu'on garde de lui. Premièrement, là où nous sommes, si on voit l'immeuble Sosacom, c'est sa réalisation, le stade des martyrs, et puis le palais du peuple. Azaki minko solo là, na peuple. À part bateau Azaki na bango likolo, mais bateau nous Azaki na niveau assez peuple nous Azaki ko solo na bango. Azaki pesa bango ta, bala ba problème na bango bazanango. Donc ce que je peux garder de Mobutu, c'est le fait que c'était un chef quand même. Donc en tant que chef, c'était un homme très autoritaire,
Hein. Il savait prendre des décisions et les appliquer. Nous regrettons Mobutu parce qu'il parlait réaliser ce qu'il promet au peuple. Voilà, merci pour moi. J'ai de très bons souvenirs pour le maréchal Mobutu. Il était le premier président à manifester que devant les Blancs, un Noir peut parler. Un très bon souvenir. Mobutu refusait de marcher dessus. Mobutu nous a aidés à pacifier les pays. Mobutu a tout fait pour qu'il n'y ait pas de tribalisme. D'autres, par contre, le qualifient de dictateur et estiment qu'il est à la base de la situation économique actuelle. Mais il a encore d'autres choses de mauvais, parce que s'il faut voir l'état des pays maintenant, on attribue à 80% à Mobutu. Il a arrêté de payer les enseignants, arrêté de payer les fonctionnaires. C'est vrai que sur le plan économique, il y a eu un peu de problème parce que il est connu comme quelqu'un qui a plutôt que de servir, hein, il a un peu négligé l'économie du pays. Mabene ezaki soki côté social. Exemple soki abi ke biloko ekitatalo. Na lingi biloko ekitatalo, mais là boya na marché ou bien na alimentation, bien na ba école ya bana okuta biloko ematitalo. Né à Lissala le 14 octobre 1930, Joseph Désiré Mobutu a dirigé la République démocratique du Congo de 1965 à 1997, avant d'être éjecté du pouvoir par la libération de l'AFDEL, conduite par Laurent Désiré Kabila. Il a été enterré au cimetière chrétien de Rabat au Maroc, en attendant un hypothétique retour de ses restes en République démocratique du Congo. Jeudi, 3 commissions ont été créées pour l'avancée des travaux du dialogue. Le co-modérateur Caméré en a fait l'économie au micro de nos permanents à la Cité de l'Union africaine. Rappelez-vous, c'était aussi la journée internationale de l'alphabétisation. Le rapport de l'UNESCO n'est pas du tout flatteur en termes des statistiques sur le taux d'alphabétisation en RDC. Nous sommes là essentiellement, comme l'a dit le ministre Cheo Kitundu, pour trouver un consensus dans un climat apaisé. Consensus sur le calendrier. Le calendrier qui découle du consensus sur le fichier électoral que nous devons utiliser. Mais le fichier électoral va ouvrir la voie aussi sur les séquences des élections. Donc, ça sera effectivement des négociations politiques. Et nous avons dit, et tout le monde l'a dit, la majorité n'a pas dit le contraire, nous sommes là, nous n'allons pas aborder la question de la révision de la Constitution. Nous n'allons pas aborder la question des troisième mandat. Nous sommes là pour voir comment éviter les chaos à notre pays. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Les 3 scénarios, je suis déformé par l'exercice de la vérité, nous renvoie déjà au-delà du 19 décembre 2016. Le monsieur Kitundu a dit tout à l'heure que, selon lui, il voit que la tendance générale c'est vers la refonte du fichier électoral. Je voudrais remettre ma casquette de l'opposition, de chef de la délégation de l'opposition, pour dire que l'opposition va défendre la position qui ferait que nous puissions voir comment mettre à profit les 4 mois supplémentaires après le 19 décembre 2016 pour avoir les élections dans un délai plus ou moins raisonnable. Mais ceci dit, nous venons avec un esprit de construire ensemble et que ce soit le seul peuple congolais qui gagne dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi j'invite tous les leaders politiques de l'opposition, de la majorité de la société civile d'avoir la force de leurs convictions pour le bien du Congo. Je vous remercie. La Journée internationale de l'alphabétisation 2016 rend hommage à 50 années d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde. Elle aborde également les défis actuels et recherche des solutions innovantes pour renforcer encore l'alphabétisation dans les prochaines années.
L'alphabétisation fait partie de l'objectif de développement durable 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'objectif est que d'ici à 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. En République démocratique du Congo, environ 19 millions de personnes sur 70 millions que compte le pays sont encore analphabètes, a déclaré Abdourahmane Diallo, directeur et représentant de l'UNESCO en RDC. Selon Abdourahmane Diallo, la situation globale de l'éducation non formelle est remarquée par un taux d'analphabétisme qui reste élevé à l'instar de beaucoup de pays africains. Ce taux était de 33,3% en 2001 et de 27,1% en 2014. Le chef de l'UNESCO en RDC a rappelé que l'article 44 de la Constitution de 2006 de la RDC stipule que l'éradication de l'alphabétisme est un devoir national pour la réalisation de laquelle le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Dans un communiqué rendu public hier mercredi à Kinshasa, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a souligné que l'alphabétisation est encore d'exclusion et de pauvreté. Nous devons y remédier. 781 millions de personnes de plus de 15 ans sont analphabètes dans le monde, soit 16% environ de la population mondiale de cet âge. Dans le pays riche, la quasi-totalité de la population est alphabétisée. 410 millions d'analphabètes vivent en Asie du Sud et de l'Ouest, 187 millions en Afrique subsaharienne. Des jeunes leaders du PPRD étaient reçus vendredi par le secrétaire général du parti présidentiel au siège Batetela. L'alcoolisme fœtal, vous connaissez, les Nations Unies mettent en garde contre la consommation de l'alcool par les femmes enceintes. À suivre l'avis d'un médecin. Élisée Mafou, bienvenue Baboua, Sodi Molopo et en réaliser ces reportages. Les jeunes du PPRD ont répondu à l'appel de leur secrétaire général. L'objectif de cette rencontre était de renouveler leur engagement de fidélité au sein du parti. À cette occasion, le PPRD a enregistré les nouveaux adhérents, histoire de consolider la popularité du parti. Nouveaux tout comme anciens membres ont été interpellés à prendre leurs responsabilités en main pour le développement de la RDC. Le secrétaire général a axé son discours de circonstance sur la parité qui constitue une valeur au sein de ce parti. J'ai voulu vous présenter nos jeunes sœurs et montrer la manière dont ici au sein du PPRD, nous considérons et respectons les femmes. Gouverneur, il y a moi si ya liboso na mboka oyo, oya votama na mboka oyo, ezali mama ya PPRD. Je voulais à l'occasion présenter la toute première gouverneure de l'histoire de ce pays, qui est aussi membre du PPRD. Elle dirige la province du Nord Ubangi. C'est un exemple à suivre pour nos jeunes sœurs. Cette journée porte ouverte est un symbole de restauration de l'identité de ce parti afin que le PPRD soit réellement un parti de masse. Énormément de jeunes sont fascinés par cette action MOVA qui se résume dans la communication, qui se résume dans la restauration de l'identité du parti. Et toutes ces actions n'ont pas laissé indifférents les jeunes qui nous ont bousculés dans nos quartiers pour dire qu'ils avaient besoin de leur carte. Et c'est comme ça qu'au travers d'un ami, j'ai été conviée à des réunions, à des cafés politiques qu'ils organisaient. Et j'ai été convaincue, je me suis rendu compte que c'était là ma place, c'était là que je devais être pour que j'atteigne mes objectifs. Les jeunes du PPRD ont renouvelé leur soutien au chef de l'État par rapport à sa vision pour le développement de la RDC. Cette journée a pour objectif principal de mobiliser le grand public sur les séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool, car l'alcool a la capacité de circuler au travers de la barrière placentaire et donc toucher directement l'enfant qui va naître. Il n'est pas conseillé aux femmes enceintes de boire et de fumer, puisque l'alcool
et le tabac provoquent des répercussions néfastes sur le fœtus. Et ces répercussions, si l'enfant parvient à naître, ces répercussions peuvent continuer jusqu'après. Donc ces deux là-bas provoquent la diminution de croissance du fœtus. Et même quand l'enfant va naître, son développement ne sera pas tellement harmonieux, il peut y avoir des répercussions sur le système nerveux de l'enfant, sur le cerveau. L'enfant va développer, n'est-ce pas, donc une diminution de l'apprentissage, avoir même des troubles de comportement. Ce n'est pas bon. Et ces deux-là provoquent des avortements spontanés, peuvent provoquer des accouchements prématurés, des hémorragies avec les placentas préviens quand la femme est enceinte. Et donc ça peut aussi causer ce qu'on a dit aussi la grossesse extra-utérine, peut aussi provoquer avec les femmes qui fument, qui boivent trop d'alcool. Alors, pour les bébés qui vont naître, ils peuvent avoir aussi des infections respiratoires, mais développer aussi l'asthme. Oui. Donc, avec l'histoire de tabac et de l'alcool. Donc, ce n'est pas bon, pas conseillé aux femmes enceintes de boire l'alcool et de fumer. Et en fin de semaine, samedi, nous vous proposons de réentendre le facilitateur du dialogue, Edem Kodjo, s'exprimant en tout optimisme sur le déroulement des travaux. Pendant ce temps, le rassemblement faisait célébrer une messe à Notre-Dame du Congo pour la paix au Congo démocratique. Reportage. Le dialogue national reste ouvert. Le facilitateur réitère son appel à tous les acteurs à prendre part aux assises politiques de la Cité de l'Union africaine. Edem Kodjo a confirmé la libération de 110 prisonniers amnistiés depuis 2014. L'ancien Premier ministre togolais se dit fier des résultats obtenus pour le cas du mouvement Lucha. Il a en outre indiqué que la liste du G7 était essentiellement tournée vers les prisonniers politiques du Katanga. Au sujet du financement et budget du dialogue national, Edem Kodjo s'est montré réservé. Les aspects financiers du dialogue, c'est pas mon rôle. Lorsque on m'envoie en mission à l'Union africaine, je ne me pose pas la question de savoir ce que l'Union africaine fait, ce qu'elle ne fait pas, ce que l'État dans lequel on m'envoie fait, ce qu'il ne fait pas, c'est pas mon problème. Le facilitateur Edem Kodjo précise que la séquence des élections sera connue après la restitution des travaux des commissions. L'objectif de la messe était d'implorer la grâce divine pour qu'il préserve la paix constamment menacée en RDC. Il était aussi question pour le rassemblement de prier pour la population de Béni dans le Nord Kivu et également de remercier Dieu pour avoir assisté leur président, de lui avoir permis de recouvrer sa santé après des soins médicaux en Belgique. Et ceux qui ont examiné la vie de M. Tshisekedi, son parcours depuis les années 80, et Tshisekedi a survécu au cours de toute cette période. Il est tombé malade. On le donnait pour mourant plusieurs fois, je dis plusieurs fois. Et à chaque fois, Dieu exauçait les prières des gens et Tshisekedi recouvrait la santé. Mais vous savez, de toute façon, la Constitution, c'est quoi? C'est la Bible de la République. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas le pays. Eh bien, il fallait prier Dieu. Il y a aussi une force à faire convertir les diables de la nation à respecter leur propre constitution. On ne peut rien faire de positif ici sur la terre des hommes si on n'est pas avec Dieu. Je pense que si ça va nous requinquer, ça va nous donner encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour continuer ce combat. Et lorsque notre leader le fait et derrière lui, nous sommes là, donc je pense que nous aussi, nous bénéficions et nous on a prié pour les Congo. On a prié pour les Congo, c'est très significatif. Et le message du secrétaire général de l'IDPS, c'est un message qui doit nous amener à méditer chaque jour. Soit on choisit les Congos, soit on a choisi de sacrifier les Congos par le bien des banques. Aucun drapeau d'un quelconque parti politique n'a flotté dans l'enceinte de la paroisse.
Selon certains membres du rassemblement, le curé de la paroisse avait refusé d'attacher à l'activité un caractère politique. John Kolela, on va terminer ce journal-là avec vous par ces quelques questions. Les commissions finalement ont été mises en place pour le dialogue politique, des commissions qui travailleront, il y aura une plénière pour adopter toutes ces résolutions, la séquence des élections, finalement comment organiser, par où commencer, par où terminer, le financement du processus électoral, tout ça est en train d'être étudié au courant de ce dialogue. Est-ce qu'on peut espérer que les résolutions qui seront issues de ce dialogue soient opposables à tous au cas où, jusqu'à la fin, le rassemblement campait sur sa position? Non, jamais. Les résolutions de ces dialogues ne peuvent pas nous être opposées parce que nous ne sommes pas d'accord et on n'y prend pas part. Nous ne pouvons pas croire une seule seconde qu'au niveau du dialogue, qu'on puisse arriver à prendre des résolutions qui peuvent violer la Constitution. Il n'y a personne qui a mandaté ces gens-là. Ils ne sont ni élus ni n'importe quoi. Dans ce cas, la paix que tout le monde recherche dans ce pays, qu'est-ce que vous en faites? Madame Rachel, la paix c'est quoi? À quoi devons-nous nous attendre? Permettez. La paix c'est le respect de la loi. C'est ça la paix. Il n'y a pas de paix en dehors du respect de la loi. Si la Constitution a déjà tracé un schéma, est-ce qu'il y a une question qui est posée au dialogue qui n'a pas une réponse dans la Constitution? S'il y a beaucoup de contraintes qui empêchent la CENI, l'organe attitré pour organiser les élections, dit que c'est impossible d'organiser les élections cette année et que par rapport à l'exposé des experts de l'OIF, des experts nationaux, vous avez suivi la LINELIT, l'expert de l'ONU qui ont exposé, tous les exposés convergent vers les trois options finalement, c'est-à-dire que cette année, c'est pratiquement impossible d'organiser des élections, sinon avec quel fichier au risque d'embraser encore le pays? Je pense que vous ferez œuvre utile à la nation si vous posez la question autrement. Comment sommes-nous arrivés là? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. On en est déjà, certainement. Il faut trouver la solution. Certainement, oui, c'est là où j'arrive. Puisqu'on en est déjà. On en est déjà, il y a des responsabilités d'abord qu'il faut établir et sanctionner les coupables. Les responsabilités sont partagées. Vous savez que c'est le gouvernement qui n'a pas financé. Mais après, on doit faire quoi? Après, on doit faire quoi? C'est-à-dire, on doit respecter la Constitution. Respecter la Constitution veut dire, on tire les conséquences de ceux qui ont trahi. Ils vont être dans la place qui leur convient. De deux, le président de la République, par respect pour la population, par respect pour la démocratie, par respect pour sa propre conscience, peut démissionner et qu'on ouvre le schéma d'intérim. Et dans ces cas-là, je pense que les délais seront respectés. Ici, nous sommes devant un problème sérieux, c'est tout simplement parce que c'est ce que peut-être vos collègues du Rassemblement ont dit à... Le problème, ce n'est pas les élections qui seront reportées. Le problème, ce n'est pas à la Constitution de se conformer à l'incapacité du gouvernement ou de la CENI. Le problème, c'est aux gens qui sont en train de nous gouverner de se conformer à la Constitution. Lorsque nous sommes devant cette difficulté, la Constitution prévoit l'intérim et on peut entrer dans cet intérim-là et régler la question. Réponse aussi brève. Qu'est-ce qui s'est passé à Kasumbalé-Sam il y a 2 jours dans votre fief électoral? Oui, certainement. À Kasumbalé, ça, il y a des problèmes. La population en a ras-le-bol de l'insécurité. Chaque jour qui passe, on tue au moins une personne. Alors, la population a voulu s'exprimer parce qu'elle s'est sentie un peu délaissée par l'autorité locale. Et c'est comme ça qu'elle a revendiqué de sorte qu'on puisse assumer la sécurité de ses biens et de sa vie. Et c'est ce qui a fait que la population s'est prise en charge il y a 2-3 jours passés. Et malheureusement, cela a tourné mal. Il y a eu des morts, il y a eu des biens matériels qui ont été brûlés. Nous demandons qu'à l'autorité puisse prendre ses responsabilités pour sécuriser la population parce qu'on ne vit pas au brouillon. Les autorités provinciales sont en phase avec les administrés? Non, vous savez, si réellement vous avez des correspondants là-bas, ils vous diront que l'autorité locale n'a pas sa place du tout et n'est pas aimée par la population et simplement la population veut assez qu'on puisse aller très vite aux élections de sorte qu'on puisse les remplacer et l'autorité au lieu de gouverner, au lieu de gérer, il est en train de faire la campagne pour salir les individus. Ça, ce n'est pas son rôle en tout cas, donc il est aux côtés de la plaque. Monsieur le député, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision, commenter l'actualité de dimanche avec nous. Un grand merci à toute l'équipe technique avec laquelle nous avons travaillé ce dimanche et à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Numérica, c'est demain, 19h. Vous retrouverez Bienvenue Baboa, 13h, Hermione en vous. Moi, je vous retrouve lundi à 21h avec Noticias qui reçoit Léonard Cheo Kitundu, sénateur, cadre de la majorité présidentielle. Bonsoir et à demain.